Edukia.com et le service d'écoute Tout Oui vous présente Parlons Jeunes, l'émission qui donne la parole aux jeunes et aborde les thèmes qui les touchent au quotidien. Selon l'OMS, la dépression est une maladie qui se caractérise par une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités qui normalement procurent du plaisir et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes, pouvant aller jusqu'à l'automutilation ou au suicide. La dépression n'arrive pas qu'aux autres, et à des cultures en particulier. Elle peut toucher toutes les personnes indépendamment de l'âge, du sexe, du statut social, de l'appartenance ethnique ou du pays d'origine. Ce sujet nous tient à cœur et c'est dans le but d'y être tous sensibilisés que nous allons écouter les témoignages précieux de 3 jeunes et bénéficier des conseils d'une spécialiste. Il est temps de rencontrer nos invités et d'écouter leurs témoignages. Je suis Ina, fondatrice de Edukia.com et de la chaîne YouTube Edukia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence de Hassan, Myriam et Junior qui ont accepté de nous partager leur vécu avec honnêteté et comment ils vont aujourd'hui. Pour nos entretiens, je suis accompagnée par Mariam du service d'écoute Tout Oui basé à Abidjan. Donc, coucou Mariam. Coucou. Et merci pour ta mobilisation. Bien sûr, nous sommes ici dans un cadre bienveillant et respecterons les parcours et les partages de nos invités. Nous commençons avec Hassan. Et du coup, Hassan, l'idée c'est qu'on puisse commencer avec toi. Tu as accepté de nous partager ces informations, donc merci beaucoup. Et on espère que ça va aider d'autres jeunes, voire même d'autres personnes qui vivent ou qui vivront la même situation. Quels sont les événements qui, selon toi, ont contribué au développement de la dépression? Je dirais en premier lieu le divorce des parents. D'accord. Après, il y a eu les premiers échecs, parce que au début, genre, je vivais une vie, on pouvait dire assez linéaire. Genre, je gagnais tout le temps, et un jour, brusquement, comme ça, j'ai commencé à tout perdre. Et tout est allé crescendo, donc je savais plus comment gérer ça. Donc, c'est les 2 événements. Ok, d'accord. Ça t'est arrivé à peu près il y a combien d'années? Là, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est une question aussi qu'on avait avec Mariam, à savoir comment tu t'es rendu compte que tu souffrais de dépression? Au début, je m'étais pas rendu compte, mais j'étais en fait tout le temps triste, tout le temps renfermé sur moi. J'aimais pas vraiment partager les choses. J'avais tout, j'accumulais tout en moi. Pour ce que je traversais, bon, il y avait la tristesse, la colère, beaucoup d'émotions, un peu, je sais pas comment exprimer ça. Il y avait tout en même temps. J'étais joyeux, en même temps, j'étais triste. Je pouvais être à un mariage, ce qui est censé être amusant, épanouissant, mais je vais pleurer, je sais pas pourquoi. Il y a des jours où j'avais envie de disparaître, il y a des jours où j'avais envie de vivre, je sais pas. Comment vraiment, je trouve pas les termes exacts. Comment vraiment exprimer ce qu'il y avait. Il n'y a pas de mots sur ça, en fait. J'avais ça en permanence, c'est-à-dire, j'avais traîné ça sur 2-3 ans, comme ça. Neutre. Alors, neutre, ça veut dire ni heureux, ni malheureux, entre les deux, ou bien tu alternais, justement, ça faisait un peu aussi l'effet roller coaster. Donc, plutôt comme ça. La plupart du temps, j'étais neutre, mais parfois, il y avait quand même des personnes bienveillantes qui arrivaient quand même à me donner le sourire. Et il y avait d'autres aussi qui avaient le chic pour me rendre triste. Mais bon, ça va, quoi. Ok, en quoi faisant? Les gens qui te rendaient triste, justement. Bon, à l'école, forcément, il y a un peu d'harcèlement, il y a un peu de mépris. Alors, pas forcément, mais du coup, dans ce cas-là, il y en avait. Oui, il y en avait. Ok. Est-ce qu'il y a des motifs ou des raisons ou enfin, il n'y a pas de justification, hein, c'est clair. Mais est-ce que tu savais pourquoi, en fait, ça, on va dire, tu subissais ça? Bon, de mon analyse, je sais pas vraiment ce qui se passait dans la tête des autres, mais de mon analyse, j'étais assez différent. Et généralement, les gens, quand ils vous voient assez différent, ils vous traitent de bizarre, d'étrange, on n'arrive pas à te cerner. Tu es qui, toi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es bizarre? Tu vois? Donc, en plus de ce qu'il y avait côté familial, il y a eu aussi cet aspect-là. Oui, à l'école. D'accord. Oui, justement, par rapport au harcèlement, j'aimerais savoir si c'était déjà fréquent avant que tu ne te rendes compte de la dépression en quelque sorte, ou bien ça s'est accru avec la dépression. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été dans cette période un peu triste, difficile, a accentué ce que les gens pensaient de toi ou le harcèlement qu'ils ont pu te faire subir? C'est-à-dire que avant que je tombe réellement dans la dépression, j'étais, on peut dire, assez normal.
Maintenant, après, comme la dépression est venue, je me suis renfermé chez moi-même, je ne parlais plus. Je restais uniquement dans mon coin, je m'habillais en tout noir. J'étais à part. Donc, c'est ce qui a poussé les gens à plus dire que ce gars-là, il est bizarre, ce gars-là, on n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi il est comme ça? Ok. Les gens s'en mettent de mots, quoi. Tous les matins, on venait me poser la question, mon frère, pourquoi toi, t'es bizarre? Tu as aussi mentionné le fait que parents, alors se séparent entre autres, t'es senti à des moments un peu seul au monde, j'ai envie de dire, dans le sens où tout ce qui arrivait, c'était ta pomme et que tu devais gérer les choses, on va dire, en solo. En fait, je me suis retrouvé seul. Pourquoi? Parce que après que papa et maman soient séparés, Mhm. chacun essaie de donner le meilleur pour l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais. Donc, chacun essayait de cravacher dur pour pouvoir mettre l'enfant à l'aise, etc. et tout. Et moi, franchement, j'avais vraiment pas besoin de ça. Moi, je voulais juste la présence de papa et maman, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir partager des expériences et tout. Mais au moment où j'avais besoin de ça, ils étaient pas là. Et à un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, bon, en fait, faut que tu te débrouilles tout seul pour avoir ça, sinon, tu pourras pas. Genre, on va pas tout te donner, au fait. Donc, il faut que toi-même, tu te battes pour pouvoir acquérir certaines choses. Et donc, l'idée là maintenant, c'est de comprendre comment la dépression donc, a affecté ta vie quotidienne, tes relations, et puis les activités que tu faisais ou pas. Bon, lorsque ça s'est réellement déclenché, comme je le disais au début, j'avais arrêté tout. Je restais enfermé dans la chambre. Moi, je suis un gars, j'aime bien vraiment la technologie, donc je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, à faire des montages vidéo, à faire de la musique, même électronique, tout ça. C'est seulement ça que je faisais. Avant, j'avais une passion, c'était le basket, la natation, le vélo et tout ça, mais j'ai tout arrêté. J'avais la paresse de faire. Et de plus en plus, la paresse est installée dans ma vie. J'arrivais même plus à faire des choses basiques. Genre faire le ménage, faire à manger. Tout. Je restais là comme ça, mais j'avais faim, mais bon, je mangeais pas. Et du coup, face à ça, l'entourage, est-ce que ils exprimaient des choses, ils te le faisaient remarquer, ou bien ils n'ont pas forcément vu ce qui se passait? Tout le monde n'a pas vu ça dans un premier temps. Et ceux qui ont remarqué, pour eux, c'était un caprice. Genre, ouais, je fais ma crise d'ado, donc je veux juste qu'on me regarde et tout. Donc, ils m'ont laissé comme ça, quoi. Ils ont dit, non, c'est sa crise d'ado, ça va passer. Il veut juste faire l'enfant, quoi, ça va. Oui. Donc, finalement, qu'est-ce qui t'a un peu aidé à t'en sortir, ou bien quels ont été tes recours? Vers qui tu t'es tourné, ou bien comment d'abord tu as pu savoir ce que tu vivais, puisque au départ, tu ne savais pas exactement ce que c'était. Comment tu as fait pour savoir et vers qui tu t'es tourné, je veux dire, dans le soutien, puisque tes parents ou tes proches apparemment ne comprenaient pas vraiment ce qu'il en était. Bon, moi, j'ai fait plusieurs recherches sur ce que j'avais parce qu'à un moment donné, je me disais pourquoi j'étais comme ça aussi. Parce que tout le monde me disait pourquoi tu es bizarre. À un moment donné, je me suis dit pourquoi je suis bizarre. Après, j'ai vu des articles sur la dépression, etc. et tout. Mais les symptômes ne collaient pas. Bon, chaque personne aussi développe ses propres symptômes aussi, je savais pas. Donc pour moi, c'était pas ça, mais je savais pas ce que c'était. En tout cas, moi, j'avais juste envie de partir en griffe. Donc j'ai essayé 3 tentatives de suicide. C'est la dernière tentative où les parents étaient au courant et qu'ils ont vu que c'était assez grave. Pour certains, bon, pas tous les parents, mais pour certains, c'était encore un caprice. Genre, je regardais une série américaine où il y a un petit qui s'est suicidé là-bas, ils ont dit, bon, il a envie de reproduire et tout, mais sinon, ça va aller, ça va passer, quoi. Et ma mère a vu que, bon, quand même, genre, arrivé jusque-là, c'est assez extrême, quoi. Donc, elle a pris attache avec un psychologue. C'est comme ça, j'ai fait 8 mois de thérapie. Et maintenant, ça va, quoi. D'accord. Donc, ce que tu dis aussi, c'est que, alors, il y a eu la minimisation de certaines personnes. Peut-être les premières tentatives, comme tu as dit, n'ont même pas suffi finalement à leur faire comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose, enfin, un problème, on va dire. En fait, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Jusqu'à présent, ils sont pas au courant. Ok. Parce que du coup, la première fois, enfin, là où la deuxième fois, qui t'a secouru, qui s'est aperçu, en fait, de ça? Au fait, ça n'a pas marché. Ok. Personne m'a secouru, ça n'a pas marché, au fait. D'accord. J'ai pris un cocktail de médicaments, mais je me suis réveillé après. Ok. 2 fois, et je me suis réveillé après. Donc. Comme tu disais, la thérapie que tu as pu suivre, en quoi, selon toi, elle t'a aidé? Bon, elle a diagnostiqué la dépression déjà. Et après, elle m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais. Chose que j'arrivais pas à savoir. Je savais pas, en fait, en gros, ce que j'avais. Mais à force de parler, à force d'écouter, à force de me dire, voilà pourquoi tu réagis comme ça, parce que voilà, tu réagis comme ça, parce que voilà, j'ai commencé à comprendre, etc. et tout, comment ça va. Maintenant, quelques exercices aussi. Et puis, maintenant, j'arrive à positiver, comme je le dis. Ok. C'est les raisons que tu nous énonces maintenant de manière très claire. Est-ce que justement avec la thérapie, c'est ça aussi, ça a pris son sens, c'est devenu plus clair pour toi-même?
Après, même pendant la thérapie, Mhm. je me suis senti mieux. Ok. Parce que maintenant, je savais ce que j'avais et je savais comment faire pour ne pas y retomber, au fait. Très Quand, bien. par exemple, j'avais des sauts d'humeur, on me Mhm. disait, par exemple, de marcher ou bien d'écrire. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à développer ces habitudes-là. Lorsque je me sens mal, soit je vais faire les 100 pas, soit je vais écrire, soit je vais faire une activité qui me plaît bien. Et ça me permet d'oublier et d'effacer ça. C'est grâce à la thérapie que j'ai appris à quand même gérer ça. Ok, Je d'accord. sais que pour telle émotion, je dois faire telle activité pour pouvoir être équilibré. Quelles sont les activités que tu utilises, on va dire un peu comme thérapie, mais comme tu as dit, un peu pour équilibrer ses émotions? Un peu pour équilibrer, moi, je fais un peu de boxe. Je pratique aussi le VTT en forêt. Je fais la natation aussi. Et lorsque c'est pas possible de faire ces activités-là, soit j'écris, soit je crée quelque chose. Un peu comme un artiste, de toute façon. Ouais, totalement. Ok. Je vais écrire un texte, soit je vais faire de la musique, ou soit je vais dessiner. En tout cas, je vais faire un truc comme ça, quoi. Ok. Il y a une expression que les Américains ou les anglophones utilisent, c'est turn the pain into power ou un truc comme ça. Mais c'est dans le sens où quand Oui, quelque chose oui. te fait mal ou est douloureux, essayer Je transforme en force. exactement le transmuter, le transformer en quelque chose de soit beau, soit artistique, soit voilà. Donc, ok, j'entends parfaitement. Ok. Alors, Mariam. Oui, je voulais savoir aussi, est-ce que maintenant tes proches, tes parents, ils comprennent en fait que ce que tu vivais, c'était vraiment sérieux, que c'était pas juste un caprice comme ils le croyaient. Est-ce que leur avis a changé en fait par rapport à ce que tu vivais? Là, il n'a pas trop changé, hein. Vu que je suis redevenu normal, en griffe, pour eux, ils sont convaincus que c'était un caprice. Hmm. Parce Ok. que pour eux, lorsque tu as ce genre de truc-là, après, tu deviens fou, on t'interne, tout ça et tout. Et vu que j'ai pas eu ça, pour eux, c'était juste un caprice passager. Étant donné que tu as vu une psychologue, selon ce que j'ai compris, Oui. qui t'a envoyé vers la psychologue? C'est ma mère, c'est elle qui a quand même pris le truc au sérieux. D'accord. Et malgré le fait que tu suivais une thérapie et tout ça, les autres à côté, ils continuaient quand même de penser que c'est vraiment un caprice. Voilà, oui. Et c'est tout à fait, je rebondis sur ce que Mariam et Hassan viennent de dire. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo-là, c'est justement pour montrer que, alors au-delà de c'est pas un caprice, c'est réel, quoi. Donc il faut arrêter aussi de minimiser, de réduire ce que les gens ressentent. En fait, bon ça c'est un truc de société, j'imagine, c'est le côté si quelqu'un se blesse, on voit la blessure, donc forcément ça a plus de poids que si quelqu'un a entre guillemets hein, une blessure à tout ce qui est mental et tout ou psychologique, où là on arrive à moins comprendre ce que ressent ou éprouve l'autre. On ne prend vraiment pas au sérieux tant que le côté mental ne se répercute pas sur l'apparence physique. Donc, tant qu'on ne devient pas littéralement fou et qu'on ne te voit pas te promener nu, on ne prend vraiment pas au sérieux. Et là, quand même, il y a eu jusqu'à 3 tentatives de suicide. C'était moyen d'interpeller, je crois. Heureusement encore qu'il y a une personne qui a vraiment cru en toi et cru que tu vivais vraiment quelque chose de pas normal. Restez connectés car le docteur Mouen, psychologue clinicienne, nous apportera ses éclairages sur comment y faire face. C'est au tour de Myriam de nous parler de son vécu. Donc, un peu pareil qu'avec Hassan. Donc, l'idée, c'est de comprendre un peu à quelle période c'est, on va dire, déclaré déjà ta dépression. Je dirais à mes 17-16 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous retracer également les facteurs, alors, ce qui selon toi, parce que vraiment, c'est une supposition, hein, mais ce qui selon toi a conduit à la dépression? Les difficultés familiales. C'est-à-dire les conflits dans la famille. C'était, je saurais pas trop comment expliquer, mais disons des rapports assez conflictuels avec mes parents. Et puis aussi l'arrivée dans le monde universitaire où tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Je parlerai pas d'harcèlement comme lui, mais disons quand tu te sens un peu à l'écart, un peu différent des autres, ça crée une certaine difficulté. Est-ce que tu as envie de parler un tout petit peu plus des conflits? Ça a commencé après le décès de mon père. Ok. Déjà, vu que j'étais super proche de lui, avec elle, nos rapports n'étaient pas ça, mais comme il était là, je prêtais pas trop attention. Donc après son décès, j'avais un peu besoin d'un certain répit. Je pensais qu'avec ma mère, ça allait s'arranger, mais ça s'est pas vraiment arrangé. Les choses se sont dégradées de plus en plus. Parce que là même, on se comprenait vraiment plus. Elle pensait que j'essayais de lui tenir tête. En Afrique, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand le parent parle, tu te têtes à rien à dire. Quel que soit ce que tu ressens, c'est pas vraiment ce qui...
qu'elle essaie de te faire comprendre qui est le plus important. Donc, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Elle m'imposait sa vision des choses et tout. À 18 ans, 19, je suis rentrée dans une période où j'avais un peu besoin, disons, de m'affirmer. Un peu comme si je revendiquais un peu mon identité. Donc, j'ai commencé à appliquer certains comportements, c'est-à-dire une manière de lui faire comprendre que j'avais besoin d'elle, mais pas de cette manière-là. Pas qu'elle me dise quoi faire, mais plutôt qu'elle me guide un peu, mais avec une certaine douceur, qu'elle me montre qu'elle est là pour moi, en fait. Mais que j'ai la possibilité de poser mes propres marques. Pas qu'elle me montre la voie que je suis censée suivre. Mais là encore, c'est pas vraiment compris. Donc, j'ai carrément arrêté de forcer. C'est-à-dire, je faisais plus aucun effort. C'est un peu genre comme si tout ce qu'elle me disait n'avait aucune importance. Dit comme ça, c'est vrai que c'est mauvais, mais c'était un peu ça, puisque j'avais l'impression que tout ce que je faisais l'offusquait. Donc, autant ne plus rien faire. Et puis faire ce qui, toi, te rend heureux autant. Mais cette idée-là, c'était pas vraiment la bonne. Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin d'elle, mais j'avais l'impression que je pouvais pas compter sur elle. Que c'était sans intérêt, au fait. Du coup, je me suis enfermée. Vu que ton seul parent qui est encore là, sur qui tu peux compter, à qui tu peux expliquer tous tes problèmes, tu n'arrives pas à lui parler. À quoi ça sert de vouloir parler aux autres? Donc, je me suis un peu renfermée. J'ai arrêté de causer avec les gens. C'est-à-dire, mon entourage même ne m'intéressait plus. Je ne sais plus rien. Je ne parlerai pas de paresse, mais plutôt de dégoût. De rien. Tout m'énervait. C'est-à-dire, même les choses qui me rendaient heureuse avant ont fini par créer chez moi une certaine ennui. Lycée, j'étais très sportif. J'étais dans le basket. Je jouais beaucoup au basket. J'écrivais. Bon, je chantais aussi par moments, mais ça, c'était plus à mes heures perdues. Là, je ne faisais plus rien. La musique, même qui généralement m'apaisait, me plongeait dans un état encore plus dépressif. Vu que j'ai des amis qui ont un peu connu des états dépressifs, puisque je dirais pas qu'ils ont vécu la dépression, mais qu'ils ont passé par des états assez dépressifs, ils ont compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Pour quelqu'un qui était du genre tout le temps souriant, qui arrive à rentrer dans un état d'esprit où il n'a plus envie de rien, il y a sérieusement un problème. Donc, ils se sont activés à me faire bouger, me faire comprendre que j'étais pas seule, que même si j'arrivais pas à parler, même si j'arrivais pas à extérioriser, il y avait des gens qui étaient là pour moi, en fait. Alors, le fait que tes amis, comme tu as dit, donc toi, j'ai envie de dire peut-être les catalyseurs ou les personnes ressources, ça a été aussi les amis qui se sont rendus compte de ça. Et qu'est-ce que peut-être ils ont mis en place ou comment ça s'est passé pour que toi, ça aille mieux derrière? La première fois où j'ai compris que j'étais vraiment dans un état où j'étais en train de tomber dans une très forte dépression, c'est un ami qui m'a appris, on est sorti. Parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup aller dans les endroits totalement verts où tu respires, tu as l'impression qu'il n'y a rien d'impur au-dessous de toi. On est allé là-bas. Au fait, c'est un endroit où j'ai l'impression de me retrouver. Mais quand je suis arrivée, c'était un peu genre comme si j'étais perdue. Je me retrouvais pas, je ressentais rien. Quelque chose qui d'habitude te met la joie au cœur. Là, tu ressens plus rien. Donc, quand on est arrivé, il a senti que il n'y avait aucun engouement. Il a essayé de m'expliquer un peu ce qu'il avait vécu, comment est-ce qu'il était rentré dans des états dépressifs, mais lui, vu que c'était pas aussi prononcé que moi, il m'a expliqué comment extérioriser. Du coup, là, il m'a demandé de crier. Vu qu'on était seuls, on n'était que deux. Il m'a demandé de crier pour extérioriser un peu ce que j'avais. Au départ, je voulais pas. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que ça sorte. Il y avait beaucoup de choses que j'avais gardées qui me faisaient beaucoup trop de mal. À partir de là, bon, les autres se sont aussi activés. On a mené, ils ont entrepris d'autres activités comme m'inviter dans la salle de sport, aller jouer. En tout cas, tout ce qui pouvait me permettre de me distraire. Un peu. Je suis arrivée au stade où j'ai compris que je devais tout faire sortir. En termes de manifestation physique, comment ça s'est exprimé pour toi la dépression? Il y a eu des scarifications par moments quand je suis dans la chambre où je me sens mal, vraiment très mal, vide. C'est un peu genre comme si tu es vivant mais mort en même temps. Donc pour ressentir un peu ce côté vivant, tu as besoin de sentir la douleur au fait, d'extérioriser. Donc je me blessais volontairement. Je suis pas fière, mais honnêtement, je me faisais beaucoup de mal. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait, c'était une manière d'extérioriser sans vraiment parler. Pour rebondir sur le côté de la scarification, parce qu'effectivement, c'est un peu ça. La plupart des personnes qui le font, c'est pour extérioriser ce qu'elles n'arrivent pas à dire directement, ou bien pour avoir une douleur physique qui fait oublier la douleur morale qu'on a quelque part. Mais au passage, vraiment, tu as de très, très bons amis, franchement. Pour qu'ils puissent le remarquer, qu'ils puissent même t'amener à pouvoir dépasser cela. C'est pas très évident. Surtout où tu vois qu'avec le cas de Hassan, par exemple, il y avait plus de la moquerie qu'autre chose. Donc vraiment, tu as un très bon cercle d'amis déjà. Je dirais, c'est pas très fréquent ça, malheureusement. Après, la question c'est, est-ce que tu as eu recours quand même à une aide médicale ou bien en dehors du cadre de ce que tu as pu faire avec tes amis? Est-ce qu'il y a eu une autre aide
formel, on va dire. Non. Okay. Mais n'empêche que ça va vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, ça va. Grâce au sport, j'ai fini par prendre goût. Une fois, 2 fois après, je me suis rendu compte que plus je transpire, plus je permets à mon corps de se fatiguer, de bouger. Ça me permet de voir que mentalement, ça crée un certain plaisir, un certain apaisement, surtout au niveau du cardio. Parce que je fais beaucoup de sport, mais je préfère faire le cardio. Plus tu respires fort, ça te donne l'impression de vider toutes les mauvaises idées que tu as en tête, tout ce qui va pas. Ça sort plus facilement. Et sans vouloir un peu tourner le couteau dans la plaie, quand tu dis mauvaise idée, de quoi est-ce que tu parles justement? Il n'y a pas eu de tentative de suicide du moins, mais j'ai eu quelques pensées. J'imaginais plusieurs manières de mettre fin à mes jours. Et au niveau de ta scolarité, est-ce qu'il y a eu des répercussions selon toi? À part l'entrée à l'université où tu rentres dans un monde vraiment différent de ce que tu as pu connaître jusque-là, beaucoup trop de choses se mettre à rentrer dans ta vie tout d'un coup, tu analyses plusieurs choses, plusieurs facteurs, c'est-à-dire il y a un entourage où tu as l'impression d'être, c'est-à-dire cette petite fourmi là dans une grande boîte de sucre. Trop d'informations à gérer en même temps. Donc, à un moment donné, ce que je voyais, ou que j'essayais de copier, si on peut dire ça comme ça, a fini par agir un peu sur ma confiance en moi. C'est un peu genre comme si j'essayais de m'identifier par rapport aux autres personnes qui étaient là. J'avais plus vraiment d'identité. Et c'est la comparaison, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, on retiendra, donc d'après ce que tu as dit, c'est que le sport, en particulier tout ce qui est cardio, t'aide aujourd'hui et tes amis. Oui. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que finalement la relation avec ta mère s'est améliorée? Qui était quelque part à la base, donc si c'est pas amélioré, ça pourrait avoir une répercussion quand même après. Donc, est-ce que ça va mieux avec ta mère déjà? Ça ne s'est pas vraiment amélioré, mais je dirais que j'ai grandi. Donc, j'ai appris d'une certaine manière à gérer. Okay. Et puis, là, toujours encore grâce à mes amis, parce que sans eux, vraiment, je finis par comprendre que c'est pas parce qu'elle agit de cette manière-là qu'elle m'aime pas. Il y a plusieurs amis qui m'ont répété ça, que c'est pas parce qu'elle agit de la sorte que ça veut dire qu'elle t'aime pas forcément. Elle t'a mise au monde. Il y a forcément un certain amour. C'est peut-être sa manière de te montrer. Tu as tout accepté, d'accord, mais est-ce que maintenant que ça va mieux, maintenant que tu as grandi et tout ça, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec elle? Tant bien même que tu es sa fille, mais d'adulte à adulte, est-ce que tu as essayé d'avoir une discussion avec elle, mais vraiment posée, en ne tenant pas compte de tout ce qu'elle pourrait dire qui pourrait te faire mal, pour avoir vraiment une discussion complète, on va dire? J'ai essayé. Plusieurs fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, Dieu seul sait. Le souci, c'est que le volet d'adulte à adulte, là, on est les seuls à comprendre ça de la sorte. Elle voit la discussion comme une relation d'adulte à enfant. C'est peut-être pas le moment, en fait. Comme on a dit, elle est peut-être pas prête là tout de suite, ou les fois où tu as essayé, et donc continue à avancer quelque part. Après, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'aider de voir un thérapeute? J'ai jamais vraiment essayé, puisque comme je te l'ai déjà signifié, je suis quelqu'un de très introverti. Okay. Mais au bout de que je ressens à une personne que je ne connais pas, c'est compliqué. Okay. Et si c'est la peur éventuelle de ne pas pouvoir parler qui te retient d'y aller, je pense que ce sont des professionnels. Si tu as vraiment l'envie d'y aller, que tu ne sais pas ce que tu diras ou tout, quelque chose dans le genre, c'est vraiment pas un problème en fait, tant que tu y vas. Ils trouveront le moyen en fait de te faire parler, ils pourront tirer peu à peu en fait les informations nécessaires et adapter une thérapie ou bien un suivi, peu importe, qui pourrait t'aider en fait. Au-delà du fait que tu ailles déjà vraiment beaucoup mieux, mais je pense que c'est pas encore totalement terminé. À t'entendre. Ça pourrait t'aider. Nous terminons avec le partage de Junior. Sachant qu'il y a des raisons légèrement différentes de nos autres invités, qu'est-ce qui, selon toi, a conduit à la dépression? Alors pour moi, les éléments qui ont contribué à développer ma dépression ont d'abord été, premièrement, la reprise de mon année scolaire. Bon, ce n'était pas une reprise au vu de mes résultats, car j'ai toujours eu de bons résultats. Mais il y avait une succession d'événements qui m'ont conduit, malgré tout, à devoir reprendre cette année, malgré cette bonne moyenne-là. Du coup, malgré les bonnes notes que tu pouvais avoir, j'ai eu à manquer des examens à cause de ces événements particuliers qui ont eu à subvenir et qui m'ont pas permis de passer l'année. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai toujours eu l'impression dans ma vie d'être un véritable leader. Depuis que je suis petit, dans mon entourage, c'est moi qui prenais les devants, c'est moi qui encourageais les gens. Même dans le contexte familial, j'ai toujours eu cette place-là. Et je me suis dit, mais attends, comment une personne qui a toujours eu extrêmement confiance en lui, qui a toujours participé de manière très prononcée à tout type de mouvement, se retrouve à devoir reprendre une année scolaire à cause des événements et d'éléments qui ne sont même pas de sa faute. Donc, il y a un
gros choc et j'avais l'impression que tout ce que j'ai eu à construire, fonder, s'est effondré au final. Et que, en fait, tout ne dépend pas de moi et cette perte de contrôle là d'éléments hors moi, m'ont fait me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'au final, j'ai vraiment le contrôle de ma propre vie? Est-ce que? Et voilà comment je suis arrivé à entrer dans ce processus-là. Tu viens du Cameroun et tu es arrivé en France. Donc, à mon avis, il y a quand même un choc culturel déjà à la base, même si on fait comme si non. Est-ce que, voilà, tu veux en parler aussi justement par rapport à ce différentiel en termes de personnalité? Parce que ça peut jouer clairement. Bon, j'ai grandi au Cameroun. Bon, je suis franco-camerounais, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait un lycée français au Cameroun. Et je me suis dit, je suis parti du Cameroun avec l'idée j'ai fait un lycée français, je suis français, donc je vais aller là-bas et puis ça sera la même chose. Donc j'arrive en France et je garde certaines habitudes en essayant de m'intégrer. Et puis je me rends compte que ce n'est absolument pas la même chose. Les habitudes sont différentes. La manière de faire est différente. Au niveau de l'expression, du comportement, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et 2 mois d'été dans une année chaque an ne suffit pas pour dire qu'on comprend et qu'on est pareil que les personnes qui vivent ici depuis. J'ai essayé de m'adapter, je me suis adapté, j'ai eu beaucoup de relations. Quand on parle de leadership, j'ai également participé à beaucoup de mouvements associatifs, je me suis fait beaucoup de connaissances. Mais au final, j'avançais en creusant, en fait, quelque chose. Donc, j'avais l'impression d'avoir confiance en moi. Et au final, je me posais beaucoup de questions car je me dis, mais j'ai cette place-là, je suis un leader, beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens m'écoutent, alors que je ne suis pas forcément très à l'aise dans cet environnement. Et j'essaie de comprendre pourquoi je suis pas à l'aise et je me suis rendu compte que c'est le fossé social, en fait, qui m'ont conduit à cette réflexion-là et voilà. Ça a contribué également à ma dépression. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire que quels étaient les sentiments, en termes de quotidien, comment ton quotidien est devenu au fur et à mesure? Alors, bon, ce que je traversais, c'est d'abord premièrement un sentiment de grande incompréhension. Donc vraiment, grande incompréhension. Un sentiment de non-accomplissement également. Donc j'avais l'impression que si je n'ai pas réussi à passer le cap, c'est de ma faute. Donc si je suis dans cet état-là, c'est de ma faute. Si je n'arrive pas à faire telle ou telle chose, c'est de ma faute. Et puis, au final, tout est de ma faute, en fait. Et je me disais, mais Junior, c'est toi ici. Tu es quelqu'un avec plein de joie de vivre, etc. Et comment tu te retrouves à ce niveau-là, en fait? Donc, beaucoup d'isolation également. Donc, j'étais quelqu'un qui participait énormément à la vie active, que ce soit au niveau de mes relations familiales, amicales, etc. Et je m'isolais beaucoup. Donc, je n'avais plus très envie de sortir. Et c'est là vraiment que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et ça n'allait vraiment pas. Et puis, par la suite, pour aller beaucoup plus loin, je trouve que la dépression est une expérience individuelle. Mais je vais vous expliquer en quoi l'entourage joue également beaucoup. La dépression est une expérience individuelle, mais ça s'inscrit dans un contexte vraiment relationnel et social. Donc, il est vraiment important de déterminer à quel moment clé de l'évolution de cet état-là, la dépression peut être également l'affaire des autres et l'affaire de ton entourage. Donc, mes amis, ma famille me répétaient tout le temps que bon, ça va passer, on te connaît très fort. Donc, j'avais cette image-là d'homme fort et tout, etc. Tu donnes la joie de vie, tu es très présent sur les réseaux, etc. Donc, tu ne peux pas, en fait. On me faisait comprendre que non, tu ne peux pas être en dépression, Junior. Alors que, au final, j'ai creusé, en fait, l'écart. Donc, avec tout ce qu'on me disait, j'avais l'impression que c'était peut-être un caprice, comme Hassan disait, vraiment un caprice, hein, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit un caprice, et que, mais peut-être que Junior, tu devrais amoindrir tes sentiments et tes émotions et continuer à évoluer. Et c'est là que vraiment, je me suis pris le mur dans le visage. Ouais. Ok. Le mur dans le visage, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me suis pris le mur dans le visage car je fonçais en voulant avancer coûte que coûte, mais j'avais l'impression d'avoir les yeux fermés. Donc, je ne vois pas bien où j'évolue, en fait. Donc, je suis dans une forme de brouillard. Mais je m'efforce, au lieu de m'installer, d'attendre que le brouillard s'adoucisse, chercher, par exemple, une lanterne, finalement, pour éclairer le chemin. Je me dis, j'avance dans le noir, je cours dans le vide. Et en voulant courir dans le vide, bien sûr, tu te mets toi-même en danger. Et j'ai foncé moi-même directement dans ce mur-là. Et ça s'est manifesté comment? Dans ton quotidien, de manière, on va dire, concrète? De manière concrète, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'isolation. J'ai vraiment perdu l'amour de certaines choses. J'aimais cuisiner, j'aimais inviter les gens à manger, et j'ai arrêté un moment d'inviter les gens à manger à la maison. Je restais très souvent seul, et parfois même, je n'ai pas honte de le dire, je ne disais pas la vérité. On me demandait, mais Junior, qu'est-ce que tu fais, etc. On est à tel endroit, pourquoi tu viens pas?
Je disais, ah non, je suis occupé, alors que je n'avais strictement rien à faire. Je préférais rester chez moi, dans mon lit, à parfois ne rien faire, juste à regarder le plafond et les murs, mais je n'avais plus envie, en fait, de sortir. Donc, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu as fait pour mettre un mot sur ce que tu vivais? Ou est-ce que tu savais déjà ce que c'était la dépression et du coup, tu as pu, par rapport aux symptômes qu'on dit que c'est, tu as pu faire un parallèle avec toi-même ou bien tu vivais sans vraiment savoir ce que c'était et par la suite, tu as pu déceler ou, selon une aide, tu as pu savoir exactement ce que c'était. On nous parle beaucoup de dépression. Donc, dans mon enfance, je savais ce que c'était la dépression, la définition de la dépression. Mais je ne savais pas réellement ce que moi je vivais et je n'avais pas l'impression que j'étais en dépression parce que j'ai grandi dans un contexte familial où vraiment, je ne dirais pas que la dépression n'existe pas. Mais en fait, la dépression, c'est l'affaire des autres. C'est dans le contexte, dans la famille dans laquelle je suis, au Cameroun, même le contexte du pays dans lequel j'ai évolué, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on met beaucoup d'accent. C'est moi-même, j'ai dû me renseigner, j'ai dû regarder sur Internet, j'ai dû vraiment mettre des mots à ce que je ressentais, et voilà. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a aidé à remonter la pente? Ça a été quoi le processus? Ça a été un processus assez particulier. Premièrement, j'ai dû accepter la situation. Une chose qui a été très difficile et qui est souvent très difficile pour toutes les personnes qui vivent la même chose. Conscientiser et accepter qu'on résiste à la réalité, en fait, parce que c'est une réalité. Accepter que j'ai repris l'année, que ce n'est pas forcément de ma faute. Ensuite, on avance vers l'acceptation par l'accueil des émotions. Il y a des émotions que je ne comprenais pas, je n'avais pas souvent avant, et par la suite, j'ai vu la sortie comme un chemin. Donc, en fait, j'ai visualisé ma vie comme un long couloir avec différentes pièces. Chaque pièce représentait une étape importante et cruciale dans le processus de sortie de cette dépression. Chaque pièce, je devais rassembler des éléments avec un sujet bien particulier et comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Comment faire, avoir les clés pour passer à l'autre pièce qui est une étape un peu plus grande et un peu plus proche du chemin de la lumière, de la porte de la lumière. Et une fois que j'avais réuni, compris et ciblé, mettre des mots à ce que je ressentais, je vivais, j'ai pu moi-même trouver les clés et après voir un psychologue pour m'accompagner. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai ouvert des portes progressivement pour au final arriver vers la lumière et renaître, on va dire ça comme ça. Ouais. Ce processus a été un processus vraiment que j'ai dû engager de manière solo, vu que mon entourage ne comprenait pas, en fait. Je me suis auto-médicalisé, je suis allé chercher des clés moi-même. Et à un moment, bon, bien sûr, je suis pas un professionnel, j'ai dû aller voir un professionnel pour essayer de bien structurer certaines choses, qui m'a également beaucoup aidé. Mais on va dire 30% du processus de début, je l'ai fait vraiment moi-même. Et le reste des 70% a été accompagné. Et ma mère m'a beaucoup également aidé, malgré le fait que mes parents ne comprenaient pas, etc. Et puis bon, voilà. Elle s'est dit, bon, c'est quelque chose de sérieux et tout. Donc, on a toujours été des parents ouverts, même si on comprend pas. Elle s'est déplacée, elle est venue, elle est quittée du Cameroun, elle est venue, elle m'a accompagné très régulièrement. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'arriver au point où je suis actuellement. Ok. Elle t'a aidé dans les choses du quotidien, s'entend. Effectivement, dans les choses du quotidien. Okay. Et de me redonner l'amour pour plein de choses. Donc, elle a accepté et elle a financé les séances de psychologie. Voilà, donc, okay. Malgré le fait qu'elle ne comprenait pas forcément, au fur et à mesure, elle a compris d'ailleurs, mais elle a accepté. Elle a accepté. Donc, dans les manifestations, tu n'as pas été jusqu'aux tentatives de suicide, scarification et tout ça. Effectivement, je n'ai pas été à ce niveau-là, mais ça s'est manifesté d'une autre forme qui est assez intéressante, je pense, à partager. J'avais le besoin, en fait, de m'évader. Et quand je parle d'évasion, c'est vraiment de m'isoler drastiquement et complètement. C'est aussi, je pense que ce côté-là, les gens minimisent beaucoup et amoindrissent beaucoup par rapport à des personnes qui veulent, par exemple, qui ont des pensées suicidaires ou bien qui s'auto-font du mal. Mais c'est également important et c'est également quelque chose qu'on doit également accompagner. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas juste aller quelque part et au final vivre seul? Donc vraiment vivre en autarcie, ne plus avoir de contact avec les gens, parce que j'avais l'impression d'avoir vécu dans un mensonge toute ma vie, et au final que personne ne me comprenait vraiment. Et donc, sur ça, j'ai également été beaucoup accompagné, et voilà. Et aujourd'hui, tu dirais comment tu prends soin de ta santé mentale? Beaucoup de sport, donc j'essaie de cibler les activités qui me stimulent réellement, toutes les activités qui permettent d'équilibrer les émotions. Donc moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est expression orale, expression personnelle. J'ai participé à beaucoup de concours d'éloquence
Et ça me permet également de me challenger, de continuer à avoir, d'être fidèle à celui que j'ai toujours été depuis que je suis petit. Tout ce qui joue également à l'expression physique. Quand je parle d'expression physique, je parle de danse, course à pied également. Donc voilà. Ok. À l'issue de nos échanges, nos invités souhaitent vous transmettre des messages. Est-ce qu'il y a des conseils ou des choses que vous aimeriez passer comme message à des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes que vous, même qui ont votre âge, qui vivent la dépression, pour les aider à passer au mieux cet état? Déjà, il faudrait qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'âge pour être dépressif. Ceux qui leur font croire que la dépression commence à un âge précis, ou soit c'est quand tu as des problèmes que tu deviens dépressif, il n'y a pas d'âge. Ça commence à partir du moment où tu te rends compte que mentalement, déjà, tu as des difficultés, que tout ce qui te rendait heureux n'arrive plus à te permettre de te sentir bien. À partir de ce moment-là, commence à te poser des questions. Il faut jamais se dire qu'on est trop jeune pour être dépressif ou pour être dans un état de dépression. Peu importe, il n'y a pas d'âge. En deuxième lieu, c'est d'extérioriser. Ne jamais penser qu'en gardant, c'est là on va penser qu'on est fort. Plus tu t'amuses à garder ce que tu ressens, plus tu te fais du mal 2 fois plus. Le plus important, c'est de pouvoir compter sur des gens. Se dire que, quelle que soit la manière dont tu penses être seul, il y a toujours quelqu'un qui pense à toi quelque part. Même si tu ne le connais pas. Même s'il n'y a personne dans ton entourage qui est là pour toi. Dis-toi qu'il y a une personne quelque part dans ce monde qui vit la même chose que toi. Et que tu dois être fort pour ces personnes-là. Ok. Moi, si j'espère que des parents vont voir cette vidéo quand même, parce que là, j'aimerais bien attirer l'attention des parents sur l'attitude des enfants. Si vous voyez que votre enfant est trop calme, trop sur son téléphone, trop dans sa bulle, posez-vous des questions quand même. Bon, il y en a aussi qui sont introvertis, qui n'ont pas vraiment des problèmes mentaux, mais quand même, posez-vous des questions. Moi, c'était un réel combat à la maison, même jusqu'à présent, il était toujours juste son téléphone, il essaie de sortir, etc. et tout. Mais j'ai pas envie, genre, si vous voyez des gens qui se droguent ou qui font des choses pas très saines, ne les pointez pas du doigt en mode non, ce sont des enfants gâtés ou ne sont pas des gens de bonne moralité. Donc, il faut que vraiment les parents soient assez regardants quand même. Faut pas forcément se dire bon, on va ramener le pain, on va le mettre à l'aise, on va le mettre au beurre, etc. et tout. C'est pas forcément ça. Souvent, on a besoin de vous, même si, donc, moi, il y a des moments dans ma vie où je me suis dit quand même, je préfère être dans la misère avec les parents qui sont là, on joue tranquillement, que avoir tout ce que je veux, être à l'aise, dès que je demande quelque chose, on m'offre, etc. et tout ça, mais alors qu'ils ne sont pas là. D'accord, on entend le message. Effectivement, qu'il n'y a pas que alors, l'aspect matériel, mais il y a aussi tout ce qui est le soutien, on va dire, psychologique, mental, qu'il faut apporter à son enfant, en tout cas la présence déjà. Et ne pas aussi juger. Ah, ça, j'arrête pas de le dire dans l'orientation tout le temps. Donc, je ne peux que soutenir. Merci. Alors moi, personnellement, je dirais, c'est s'exprimer. Donc vraiment, dès qu'on a quelque chose à dire, il faut s'exprimer, il faut parler. Ne surtout pas s'isoler. L'isolation n'est pas un remède et n'est pas une bonne échappatoire à ce qu'on vit. Au contraire, je trouve que dans la plupart des cas, l'isolation ne fait qu'accentuer en fait notre état. Il faut accepter si on a besoin de se faire aider. Vraiment, c'est très important. Il faut accepter les situations. Surtout pour des jeunes qui occupent une place dans la vie active. Vous n'avez pas à porter le poids de la pression sociale. Donc, tout le monde passe par des mauvaises périodes et certains plus prononcés que d'autres. Et par la suite, dialoguer avec les parents, si on en a l'occasion. Et si nos parents sont très fermés, comme dans certains cas, chercher de l'aide en extérieur. Et peut-être même quelqu'un qui pourrait même réussir à convaincre vos parents, vos tuteurs, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous vivez. Donc, voilà. Aux parents, à l'entourage surtout, c'est plus à eux qu'il faut vraiment parler, en fait. Et leur donner aussi l'écoute pour pouvoir déceler quelqu'un qui va pas bien. Une personne peut ne pas aller bien, pas forcément être dépressive, mais il peut ne pas aller bien comme. Ouais. Effectivement, là, tu distingues entre tout ce qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle globalement déprime, je crois, et puis la dépression, ou bien même une tristesse, mais qui n'est pas de la dépression. Et ça tombe bien parce que ce point-là, la psychologue va nous donner plus d'éclairage là-dessus pour justement apprendre à faire cette distinction et savoir faire la part des choses. Au niveau des parents, je le comprends très bien, surtout quand ils demandent aux parents de faire des efforts pour essayer de comprendre leurs enfants. Mais l'éducation africaine, il faut que je précise, l'éducation africaine impose certaines choses aux enfants
que les parents refusent. Les parents refusent de briser les barrières, en fait. Ils ne peuvent pas nous comprendre d'une certaine manière tant qu'ils vont rester dans cette logique du fait que l'enfant n'a pas droit à la parole. On n'a pas le droit de s'exprimer face à certaines situations. On n'a pas notre mot à dire. Tant que ça va persister, la dépression sera un fait très présent en Afrique. Le souci, c'est que une fois que tu te mets dans la tête que tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas parler, forcer à force d'emmagasiner, ça va créer quelque chose d'autre. Et c'est ce qui crée cette ignorance-là en ce qui concerne la dépression en Afrique. Et puis, il y a Mariam qui a parlé du malparlage à l'ivoirien. L'Ivoirien a développé cette idéologie de tout être heureux. Tout ce que tu dis se traduit en ça va aller. Ok. Oui, tout à fait. En fait, je veux... Bon, alors là, du coup, on va dire un peu en mode aîné. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est de changer justement ce rapport-là entre parents et enfants. L'enfant, c'est pas... Enfin, l'enfant, ou en tout cas le jeune, c'est pas juste... j'ai un avis et ça doit pas compter. Voilà. Alors que, en fait, à un moment donné, on a des choses aussi à dire. Et même aussi jeune qu'on puisse être, hein, même si on a, je sais pas moi, 4 ans, il y a des choses qu'on a à dire et c'est bien quand même que les parents prennent le temps d'écouter. Juste ça. Juste écouter. Commençons, ou en tout cas en tant qu'adulte, voire en tant que parent, à écouter ce que les jeunes disent. D'accord, si vous voulez derrière, ne donnez pas de crédit, mais c'est dommage. Mais l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir un peu ce rapport de... Enfin, c'est votre enfant, mais c'est quand même quelqu'un aussi qui réfléchit, qui a une pensée, qui la structure. Donc, c'est bien d'écouter son avis. Voilà. Donc, je suis d'accord avec ça. On espère que ça va changer, que ça va s'améliorer en tout cas. Mariam et moi tenions à vous remercier pour votre partage qui était plein de sincérité et la démarche aussi que vous avez eue tous de manière spontanée de partager justement à d'autres personnes pour permettre, quel que soit leur âge, comme a dit Myriam, pour permettre de les aider et puis aussi de les aider à passer ces caps. Restez connectés car le Dr Mouen, psychologue clinicienne, nous apportera ses éclairages sur comment y faire face. Mariam te propose à présent de faire plus ample connaissance avec le service d'écoute Tout Oui. Alors, je suis le responsable, sinon la fondatrice du service d'écoute Tout Oui, qui est un service d'écoute mis à disposition pour toute personne ressentant le besoin de parler, mais qui ne sait pas vers qui se tourner. D'abord, pourquoi ce service d'écoute? Parce que moi-même aussi, j'ai été dépressive, il y a eu plein d'épisodes et moi, ça remonte à vraiment beaucoup plus tôt, disons 10, 11 ans par là. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que les personnes pour écouter, il n'y en a pas beaucoup. Pour être bienveillant non plus. Surtout, il y a le jugement, oui, mais il y en a qui ne comprennent pas du tout. J'ai été confrontée à ça et ça m'a vraiment... Ça a empiré mon état, voilà. Parce que, étant déjà un enfant, tu ne sais pas trop vers qui te tourner. Quand la première personne vers qui tu vas te donne une réponse, mais vraiment pas trop ça, forcément, ça va empirer ton état. Et c'est vraiment l'état dans lequel j'étais. Du coup, j'ai grandi un peu, j'ai essayé de trouver des informations et tout ça, parce que les psychologues, c'est pas donné ici. Le prix, c'est vraiment pas donné pour un enfant. Et économiser pour le faire, d'accord, mais voilà, à long terme, il fallait plus que ça. Et donc, quand ça a commencé à aller mieux, on va dire, j'ai suivi les thérapies par la suite, mais quand ça a vraiment commencé à aller mieux, je me suis dit, ce que j'ai vécu, il y a beaucoup de personnes qui le vivent aussi. Et comme moi, ces personnes-là ne trouvent peut-être pas des personnes vers qui se tourner pour parler, au risque de se faire sentir encore pire en quelque sorte. Du coup, j'ai mis ce service d'écoute en place. Concrètement, c'est un numéro. On appelle ou on envoie un message. La plupart des personnes même le font par WhatsApp. Ils se sentent plus à l'aise de ne pas parler et tout ça. Ils ont le temps d'écrire ce qu'ils veulent apparemment. Et il y a un bénévole en fonction de la disponibilité, soit moi ou un autre bénévole qui prend en charge la séance. Et donc, on échange en tout anonymat. On ne demande même pas le nom, sauf si la personne veut bien. La confidentialité aussi est parce que clairement, on n'ira pas répéter ça quelque part. C'est même interdit. Et aussi, c'est sans condition. Il n'y a pas à faire de je suis musulmane ou bien je suis connue ou pas. De toutes les façons, limite, on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. C'est surtout donner cette possibilité aux personnes de mettre des mots sur leurs mots, de pouvoir parler. Déjà, ça ne va pas aider jusqu'au bout. Oui, parce que quand c'est vraiment il faut poser un diagnostic, on ne le fera pas. Il y a des psychologues parmi nous, mais nous ne sommes pas tous. Donc, on ne pose pas de diagnostic. C'est une ébauche en quelque sorte à la solution. Déjà, permettre aux personnes de parler, ça aide beaucoup pour certains. Et quand le fait de parler n'aide pas, qu'il faut vraiment un diagnostic, il faut un suivi, une thérapie
plus amélioré, plus structuré, on réfère vers un psychologue. Il y a des psychologues avec qui on travaille, vers qui on réfère, mais eux, par contre, c'est payant. Donc, voilà un peu succinctement expliquer ce qu'est Tout de suite. Du coup, notre cible à la base, c'est de 15 à 40 ans, mais je dois avouer qu'on a déjà eu des personnes de moins de 15 ans, des enfants même carrément, tout comme on a déjà eu des personnes de plus de 40 ans, la soixantaine environ, qui ont eu à nous appeler aussi. Et à défaut de faire signe, vous pouvez aussi appeler pour pouvoir avoir des référents ou bien pour des idées par rapport à un proche, par exemple, qui souffre et qui ne veut peut-être pas parler et tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et du coup, on va mentionner le numéro à l'écran. Donc, comme ça, vous aurez les références. Et bien sûr, on a le Facebook de Tout de suite, auquel vous pouvez vous abonner. Connectons-nous à présent avec le Dr Moine pour la rubrique Les conseils du spécialiste. Merci Yasmine d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Quelle est la différence entre la déprime et la dépression? Tous, on peut avoir cette tendance et cette facilité à, quand ça va pas, quand on a le cafard, quand on a passé une mauvaise journée, ou quand l'ambiance est mauvaise, à dire ouf, c'est la dépression. Donc c'est pas bon parce que la dépression, c'est diagnostiqué par un professionnel de santé. C'est un trouble de l'humeur qui est répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Alors attention, troubles mentaux, ça veut pas dire maladie mentale, psychopathe, etc. Ça fait partie des diagnostics d'un fonctionnement mental qui est significativement handicapant dans la vie de tous les jours pour quelqu'un. La déprime, c'est plutôt le terme adapté pour décrire une situation passagère où les émotions négatives dominent les émotions positives. Donc, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, j'ai mal dormi, mais la déprime, c'est un état passager. Qu'est-ce que la dépression et quels en sont les symptômes? La dépression, comme je l'ai dit, c'est reconnu comme une condition mentale, donc je préfère plutôt le terme condition mentale. On a effectivement une dominance des émotions négatives, donc de l'anxiété, de la tristesse, de la culpabilité, de l'autodévalorisation. Donc là, je parle un peu des symptômes les plus courants de la dépression. On a aussi une perte de motivation. Alors c'est réel, c'est pas une démotivation qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours où le lendemain ou au bout d'une semaine ça va mieux. Non, c'est vraiment une perte de motivation. On connaît aussi le symptôme qu'on appelle la clinophilie. C'est l'incapacité à se lever du lit. C'est pas un jour, on n'a pas envie de se lever du lit parce qu'on a eu une semaine difficile. Non, c'est vraiment un trouble motivationnel. On a l'isolement social, les troubles du sommeil avec une difficulté d'endormissement, des pensées intrusives, le sommeil qui n'est pas de qualité, des réveils dans la nuit. L'alimentation aussi, elle est souvent perturbée dans la dépression. Dépendamment de chacun, ça peut être une augmentation pas de l'appétit, mais en tout cas d'une envie de manger pour soulager justement ce sentiment d'angoisse persistant, ou à l'inverse, un appétit qui est coupé. Donc voilà, vraiment la dépression, ça a des symptômes communs, basiques pour une globalité, mais il y a aussi des particularités qui rejoignent les différences interindividuelles. Et aussi quelque chose dont les patients se plaignent beaucoup, c'est la perte de plaisir pour les activités qui initialement étaient source de plaisir pour ces personnes-là. Par exemple, les hobbies, les passions, les centres d'intérêt, où il n'y a vraiment plus rien qui nous anime. Alors, il faut savoir aussi que dans les formes modérées à sévères, on peut avoir des idées suicidaires avec ou sans passage à l'acte. Donc, une idée suicidaire, c'est j'ai envie de tout arrêter. Et le passage à l'acte, c'est élaborer un scénario et mettre en place les moyens. Petite parenthèse sur le suicide, c'est pas forcément qu'on a envie de se donner la mort parce qu'on a envie de mourir, c'est surtout qu'on n'y voit plus d'échappatoire et qu'on se dit le seul moyen d'arrêter de souffrir, c'est d'arrêter de vivre. Donc la motivation derrière le suicide, c'est arrêter la souffrance et pas arrêter de vivre. Existe-t-il des symptômes particuliers chez les jeunes ? Si on est autour de l'adolescence et jeune adulte, on peut avoir une tendance aux conduites déviantes et à la dépendance, par exemple, aux psychotropes, donc à l'alcool, à la drogue. Du coup, la dépression, elle se manifeste, comme j'ai dit, avec des symptômes qui sont communs à tous, entre guillemets, quel que soit notre âge. Mais chez les adolescents ou chez les jeunes, par exemple, on va avoir plutôt tendance à un isolement, effectivement, même si l'isolement existe aussi
dans les cas de dépression chez les autres tranches d'âge. L'automutilation, ça va être beaucoup chez les adolescents, chez les jeunes adultes. Et l'automutilation, c'est sur le plan extérieur, on se dit c'est pour se faire du mal. Mais d'un point de vue théorique, c'est plutôt essayer de déplacer la douleur. Parce que justement, la dépression, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui induit la dépression, pourquoi est-ce qu'on est en dépression. Et c'est d'autant plus douloureux. Et justement, étant donné qu'il y a beaucoup de symptômes envahissants et qu'il y a une perte de contrôle de ses pensées, de ses sensations, de ses comportements, l'automutilation, ça permet de déplacer la douleur comme pour reposer son esprit à un moment donné et être dans le contrôle de la douleur qu'on va s'infliger à soi. En général, ça va être plutôt sur la peau. Et il faut savoir que la peau, c'est aussi la barrière entre le monde intérieur, donc notre monde à nous, et le monde extérieur. Et c'est un moyen, en fait, de vouloir sortir de la souffrance et de lutter contre l'impuissance face à l'épisode dépressif. Existe-t-il une durée moyenne de la dépression? Encore la différence entre déprime et dépression. Pour parler d'une dépression, un des premiers critères, c'est que les symptômes que j'ai décrits, il faut qu'ils persistent sans arrêt et qu'ils soient constamment présents pendant au moins 2 semaines. Maintenant, la durée en termes de chronologie, combien de temps est-ce que les symptômes vont rester et ou s'intensifier, il dépend du type de dépression. Alors, on a ce qu'on appelle la dépression à épisode unique. Donc, ça arrive une fois dans la vie d'une personne et il n'y a pas de récidive. Donc, cet épisode-là, il peut être léger, modéré, sévère, mais il sera unique dans la vie de cette personne-là. La dépression, ça dure donc minimum 2 semaines, effectivement. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, voilà, comme plusieurs mois. Mais dans le cas d'un épisode unique, ça s'arrête après la fin de cet épisode-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dépressions récurrentes. Donc, en termes de durée pour la dépression récurrente, ça va dépendre en fait de la personne, mais c'est surtout qu'on aura une redondance de l'épisode. Et enfin, on a un troisième type de dépression qui est la dysthymie. Et là, on est plutôt sur un trouble de l'humeur qui persiste sur le long terme. Donc, ça peut être des mois ou des années. Mais par contre, l'intensité symptomatique, elle est plus légère. Donc voilà, la durée, elle dépend vraiment du type de dépression, de l'intensité de la dépression et aussi de l'individu. Comment aborder le sujet avec un proche qui souffre de dépression? Pour certains, ce sera peut-être vécu comme violent ou beaucoup trop intime d'aborder directement le sujet. Moi, je dirais c'est toujours bien de tâter le terrain, quelle que soit la personne, en disant « je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais j'ai l'impression que tu n'es pas forcément dans ton assiette ces derniers temps. Si tu as besoin de moi, que ce soit en parler ou pas, ou juste ma présence physique près de toi, sache que tu peux compter sur moi. Si tu n'as pas envie d'en parler, je respecte, ça t'appartient. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour te changer les idées. » Montrer à la personne qu'on a envie de l'aider tout en respectant ses limites. À tort, même si c'est bienveillant, le fait de poser beaucoup trop la question « mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux pas m'en parler? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi et ci et ça ». Peut-être que la personne n'est pas prête justement à en parler parce que exprimer quelque chose, c'est aussi le rendre réel. Après, il faut savoir aussi que quelle que soit la culture de manière générale, on peut être sujet à avoir un entourage qui n'est pas forcément compréhensif, ou du moins ne comprend pas la notion de condition mentale, de souffrance psychologique. Et c'est vrai que ça peut être un facteur aggravant des symptômes parce qu'on ne se sent pas compris, parce qu'on ne se sent pas soutenu et que ça vient alimenter aussi ce sentiment de culpabilité qui est naturellement présent dans un épisode dépressif. Donc, il y a ça aussi et c'est là où, entre guillemets, le rôle du professionnel est quasi indispensable dans le sens où, quel que soit le type d'entourage qu'on a, à un moment donné, on peut se retrouver limité dans les ressources qu'on a autour de nous. Psychologue est là, en fait, pour aider la personne à comprendre l'origine de la dépression. Parce que c'est vrai qu'on subit les symptômes de la dépression, mais on ne comprend pas forcément toujours pourquoi est-ce qu'on souffre de dépression. Parfois, la cause, elle est claire, donc on a perdu un être cher, ou on a vu un rêve ou un projet s'effondrer. Mais pour d'autres personnes, ça arrivait comme ça, on ne sait pas trop comment. Et là est justement tout le rôle du professionnel. L'idée aussi du psychologue, c'est qu'ensemble,
on apprend, ou en tout cas on aide le patient à mieux se connaître pour pouvoir mettre en place des moyens qui sont propres à cette personne-là de faire face à l'épisode dépressif. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le psychologue ne donne pas de conseils, mais il aide plutôt à débloquer des pistes de réflexion. Quelles sont les causes de la dépression? Il y a les motifs, entre guillemets, ou les facteurs déclenchants de la dépression. Ils sont multiples, ils sont variés. Par exemple, ce qu'il a pu ressortir des témoignages, ça a été le harcèlement scolaire, l'entrée à l'université, les conflits parentaux, les divorces, les changements de culture et de pays. Et j'aimerais rajouter aussi l'exposition aux réseaux sociaux. On est constamment exposé aux réseaux sociaux à la meilleure version de tout le monde. Et donc, du coup, c'est comme si on nie l'existence de soi sous des jours qui sont moins bons. Pourtant, l'être humain, il est fait avec du bon comme avec du mauvais. Et sur les réseaux sociaux, ça va être plutôt mettre en avant que les qualités, que les choses qui sont valorisantes, etc., etc. Le harcèlement scolaire, c'est de l'humiliation de sa personne parce qu'on est différent, parce qu'on rentre pas dans un standard, parce qu'on n'est pas suffisamment cool, parce que on réfléchit pas comme les autres personnes de notre âge. L'entrée à l'université, c'est aussi être face à une différence et à une mixité culturelle. Donc, dépendamment de d'où on vient, si on a grandi dans un pays où il n'y a pas beaucoup de mixité, ou si on a grandi dans un environnement familial où l'ouverture au monde ne fait pas partie de la base éducative. Alors, si on parle de divorce ou de conflits parentaux, là-dedans aussi, c'est l'identité de l'enfant ou de la personne qui est mise à mal, dans le sens où qui dit divorce, c'est un petit peu l'effondrement de la base de l'éducation parentale, qui est à la base aussi de la formation de l'identité, qui vient un peu s'effondrer avec, qui peut générer une anxiété de séparation et donc la difficulté à gérer, par exemple, après les au revoir, les trahisons amicales, les séparations amoureuses, etc., etc. En tout cas, le travail de dépression, il est indispensable parce que il vient accompagner l'évolution de la personne, dans le sens où il faut faire encore une fois le deuil d'une situation antérieure pour pouvoir en accueillir une nouvelle. Que recommanderiez-vous à une personne qui en souffre? Dépression, ça rime avec médicaments, les antidépresseurs qui ont une mauvaise réputation, etc., etc. Donc, tout d'abord, le traitement médicamenteux, il n'est pas systématique. Ça dépend déjà de l'intensité des symptômes. Petit point aussi, le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Le psychologue assure la psychothérapie. Le traitement médicamenteux, ça va être plutôt le pansement pour arrêter le saignement. Donc, quand il y a une plaie qui saigne, avant de faire des points de suture, on a besoin de maîtriser le saignement. Donc, le médicament, on va dire, c'est ça. Et puis, la thérapie, ça va être les points de suture, en fait. Et la thérapie, on n'est pas forcément allongé sur un canapé et on s'imagine de l'hypnose, de retour en enfance, etc. Ça s'apparente à une discussion comme on fait toi et moi. Donc le patient est libre, il n'a pas forcément besoin d'avoir de structure, il peut partir dans tous les sens, ne pas respecter une chronologie. C'est le psychologue plutôt qui, par son expérience et ses études, peut justement structurer le discours du patient et poser des questions pour justement mieux préciser, on va dire, une hypothèse de travail ou une piste de réflexion qui est proposée aux patients. Pour ceux qui le peuvent et qui ont une ou plusieurs personnes de confiance, ce serait d'essayer d'en parler pour éviter l'isolement et donc d'avoir moins de complications. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de dire ce qui se passe, mais juste d'exprimer à la personne à qui on a confiance, j'ai besoin de toi parce que je suis pas dans une bonne période de ma vie, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais j'ai besoin que tu sois là. Voilà, par exemple. Après, c'est vrai que si on est seul, là, on a 2 fois plus de raisons d'avoir recours à un professionnel parce que le professionnel, bon, on est soumis au secret professionnel, on ne connaît pas la personne, on la juge pas. La représentation qu'on a de cette personne-là, c'est uniquement celle que le patient va nous donner. Donc, il y a moins d'enjeux, entre guillemets, avec le psychologue. Donc, voilà, les enjeux sont pas les mêmes quand il y a un proche et quand il y a un professionnel de santé. Quelles sont les conséquences potentielles de la dépression non traitée? Alors, on peut effectivement ne pas avoir de récidive du tout. Dans le sens où, ok, on a pris juste un traitement par antidépresseur et puis ça va. La récidive, c'est de retomber dans un épisode dépressif et puis voilà. Donc, soit un épisode dépressif de la même intensité ou soit un épisode dépressif qui est un petit peu plus sévère. Sommes-nous tous concernés par la dépression?
Alors en fait, la dépression, ça appartient à l'appareil psychologique et l'appareil psychologique, ça fait partie de l'être humain. Donc, quel que soit qui on est, d'où on vient, quelle est notre religion, nos croyances, notre ethnie, notre culture, voilà, tout ça, effectivement, ce sont des facteurs interindividuels qui vont potentiellement modifier ou influencer notre rapport à notre santé mentale, mais notre appareil psychologique, il est là. Tout simplement parce que l'appareil psychologique, il est constitué de 3 entités. Donc, pensée, émotion, comportement. Et ça, tous les êtres humains, ils ont les 3. Comment prendre soin de sa santé mentale et éviter la dépression? La dépression, on ne peut pas l'éviter. Tout simplement parce que, bizarrement, c'est le signe d'un bon fonctionnement psychique, en fait. Quand il s'agit de la dépression, c'est que justement les mécanismes de défense naturels que l'on a pour lutter contre la dépression, c'est pour ça qu'on n'est pas tous en dépression et que tous, on n'est pas destinés à vivre un épisode dépressif dans sa vie. C'est qu'on a des mécanismes de défense qui sont invisibles, qui sont inconscients, et que parfois, il nous arrive quelque chose qui est plus fort que nous, qui est plus fort que nos ressources. Et donc, on se déprime parce qu'on a besoin de se renouveler, on a besoin justement d'être plus bas que terre pour aussi pouvoir ouvrir des nouvelles manières de réfléchir entre soi et soi-même. Se dire, peut-être que depuis toujours, j'ai toujours eu par exemple tendance à tout prendre à la rigolade et tout mettre derrière moi. Ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Face à cette situation-là, j'y arrive pas. Donc, c'est que peut-être il faut comprendre qu'il faut doser ce mécanisme de défense de l'humour, que ça fonctionne très bien, mais quand il y a des choses qui sont assez graves, on peut pas les mettre juste derrière soi et les prendre avec humour. Que peut-être à ce moment-là, il faut pouvoir s'autoriser à lâcher une larmichette et que ça va nous faire du bien. Donc voilà, vraiment la dépression, ça accompagne le travail d'acceptation de la fin d'un cycle pour en accueillir un nouveau. Pour répondre à la question comment prendre soin de sa santé mentale, alors c'est un équilibre entre le social, le physique, le mental, le financier et l'émotionnel. Voilà. Avoir un bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, donc les loisirs et les devoirs qu'on a dans la vie. Éviter d'être dans la donc ça c'est plus des conseils pratiques, éviter d'être dans la suradaptation en faisant passer les besoins des autres avant les siens. Donc après ça c'est des caractères, c'est des tempéraments aussi et ça se travaille en thérapie. Le conseil un peu banal entre guillemets qu'on entend dans la vie de tous les jours, mais je vais un peu le réadapter à la réalité, surtout à la réalité des jeunes, c'est avoir une hygiène de vie qui est adaptée mais à ses propres besoins. On a des moyennes par exemple pour le sommeil, 7-8 heures par jour quand on est adulte, mais il y a des adultes qui dorment 4-5 heures par jour et dormir plus, ça leur fait pas du bien. Donc c'est vraiment trouver l'hygiène de vie qui va avec nos besoins à nous. L'alimentation, c'est pareil. On va dire oui, 5 fruits et légumes par jour. Et si j'aime pas à ce point-là les légumes et les fruits, je fais comment? Du coup, c'est essayer de trouver un juste milieu entre ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Donc l'équilibre entre le plaisir et le besoin nutritif. Une activité physique aussi qui nous plaît. Et puis aussi, dans la mesure du possible, s'entourer de personnes qui nous font du bien. Donc éviter de subir les relations sociales. Mais là aussi, c'est un peu difficile. Parce que certains d'entre nous ont peur de blesser les autres, ont la peur du rejet, donc on va s'obliger à avoir dans notre cercle des gens qui ne font pas du bien, pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont pas bons pour nous. Comment peut-on vous contacter? Donc la page Instagram c'est Yasmine, YASMINE.neuropsy. Voilà, par rapport aux conseils éventuellement que je donnais de comment est-ce qu'il faut approcher un ami ou quelqu'un de la famille, de notre entourage qui souffre. Alors les vidéos Instagram que je fais, elles sont bien détaillées parce que je donne des exemples de phrases et j'aborde aussi beaucoup d'autres problématiques, l'effet des réseaux sociaux sur le cerveau. Il y a beaucoup de thèmes et c'est intéressant d'aller y jeter un œil et je reste dispo quand on a besoin de me poser des questions, que ce soit sur Instagram ou par mail. Voilà. Merci docteur pour vos conseils. Nous sommes convaincus que les internautes en tirent de grands enseignements. Nous lançons également un appel à témoins pour les prochains thèmes que nous aborderons. N'hésitez pas à remplir le formulaire dont le lien s'affiche pour témoigner avec la possibilité de rester anonyme. Tu as entre 14 et 25 ans. Tu as déjà vécu ou vis l'une des situations suivantes.
Partage ton expérience pour aider d'autres jeunes à passer ce cap. Pour cela, complète le formulaire dont le lien est en description de la vidéo. Et tu seras recontacté. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager au plus grand nombre. On compte sur vous. En attendant le prochain épisode de Parlons Jeunes, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.